Je veux tout d'abord vous saluer, Monsieur Arnstedt. Cher Franz, distingués invités, chers amis, je tiens à vous dire, comme l'a fait Georges Naxeux, l'émotion qui est la mienne aussi d'accueillir ici au siège de l'Organisation internationale de la francophonie la toute première cérémonie d'attribution du prix des droits de l'homme Martin Arnstedt, qui vient saluer le courage, l'action, la détermination d'une personnalité vouée à la défense des droits et des libertés dans le monde. J'ai pris fonction à l'OIF le 5 janvier 2015 et je n'aurai tout compte fait côtoyé Martine que quelques mois. Mais je vous assure que sur les questions que nous avons eu à traiter ensemble, et je pense notamment à une importante intervention à l'Assemblée nationale sur l'apatridie, j'ai tout de suite été frappée par ce caractère bien trempé de Martine. C'est-à-dire une énergie, un souci de rigueur, mais posé comme une réelle exigence, adossé aussi à une vraie sensibilité et une grande humanité, qu'elle tenait certainement de vous, ses parents, ceux et celles qui ont été ses collègues, que ce soit au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ou encore à Amnesty International, au Quai d'Orsay, ici même à l'OIF, disent combien son seul exemple, son implication réussissait à dynamiser toutes les équipes autour d'elle, à les motiver davantage sur chaque sujet et à les amener à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur d'elles-mêmes, et cela sans compter. Martine Arnstedt a intégré l'OIF en 2009 en qualité de sous-directrice de la direction de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Une professionnelle animée d'une conviction militante, une battante. Et il est vrai qu'aucune bataille ne lui faisait peur dès lors qu'elle estimait que la cause était juste. Et elle a su, avec respect, mais aussi beaucoup d'obstination, défendre et promouvoir les droits et les libertés face parfois aussi à des interlocuteurs puissants. Mais rien ne l'arrêtait. Je dois dire qu'elle nous manque terriblement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à célébrer et pérenniser sa mémoire en renommant notre principal fonds de soutien aux organisations non gouvernementales des droits de l'homme, le Fonds francophone pour les droits de l'homme, Martin Arnstedt. Ce fonds soutient cette année 8 organisations, des organisations de terrain, qui vont mener en Afrique francophone des actions de plaidoyer en faveur de l'abolition de la peine de mort. Martine tenait beaucoup à ce combat contre la peine de mort. Et je tiens à souligner aussi que la première promotion des étudiants et des étudiantes de l'École citoyenne de l'Afrique de l'Ouest, créée à Lomé en décembre 2015 sous l'impulsion de l'OIF, porte le nom de Martin Arnstedt. Alors si toutes les thématiques relatives aux droits, aux libertés passionnaient Martine, il en est une qui l'habitait plus particulièrement et qui a constitué l'un de ses premiers engagements. Et il s'agit de la protection même des défenseurs des droits de l'homme. En effet, début des années 2000, auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, elle a contribué à la consolidation du mandat onusien de protection des défenseurs, aux côtés de Ina Gilani, représentante spéciale du secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Et c'est également à cette époque qu'elle a travaillé avec M. Louis Joinet, l'auteur des principes contre l'impunité du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui au titre de vice-président de l'association Martin Arnstedt. La création du prix des droits de l'homme Martin Arnstedt va perpétuer
le combat qu'elle a mené en faveur de ses défenseurs, qui sont à l'avant-garde, je dirais, de la protection et de la promotion des droits fondamentaux. Alors, qu'est-ce qu'un défenseur, homme ou femme, des droits de l'homme? Ce sont avant tout des femmes, des hommes qui, souvent au prix de grands risques, il ne faut pas le sous-estimer, pour eux-mêmes, pour elles-mêmes et pour leurs proches, décident de porter souvent un plaidoyer très lourd contre des crimes et des violations qui affligent des milliers d'individus, voire des populations entières. Et on peut dire que sans ce courage, sans cette vigilance et cette perspicacité, combien de souffrances, combien de situations inqualifiables passeraient sous silence. Martine a joué un rôle important dans la prise en compte par l'OIF également de plusieurs problématiques. L'OIF a maintenant un programme de soutien aux défenseurs. Nous sommes partie prenante de l'intermécanisme des défenseurs aux côtés de Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et des mécanismes régionaux de protection des défenseurs sur les continents africains, américains et européens. Nous soutenons également des actions de formation de défenseurs menées par des ONG internationales et nationales. Et de manière plus générale, l'OIF peut s'appuyer dans son action sur les 16 réseaux institutionnels de la francophonie qui fédèrent des institutions de même compétence installées dans les pays francophones. Avocats, procureurs, notaires, experts électoraux, médiateurs, magistrats, sans parler des institutions nationales, des droits de l'homme, des médiateurs également, et des autres principales institutions de l'État. Ces réseaux sont ce que l'on pourrait qualifier des viviers uniques d'expertise, mais peuvent aussi se mobiliser en faveur d'un de leurs membres ou d'une de leurs membres menacés ou poursuivis pour ses activités en faveur de la promotion et de la défense des droits et des libertés. Donc la création de ce prix est d'autant plus importante que la situation des défenseurs connaît, nous le savons actuellement, une détérioration inquiétante, due à plusieurs facteurs. Déjà, des initiatives législatives visant à remettre en cause le financement d'ONG par des partenaires étrangers. Des campagnes de dénigrement qui peuvent être d'une grande violence et qui dépeignent certains défenseurs comme des traîtres ou des agents de l'étranger, dans une quasi-totale impunité, mettant ces personnes en danger, les exposant gravement. La remise en cause aussi de l'action des défenseurs dans le cadre d'une réaction du tout sécuritaire face aux menaces terroristes et du recours également aux technologies de surveillance. Il faut cependant souligner que ce bilan préoccupant est contrebalancé par la vigueur sans précédent des mouvements associatifs et des organisations de la société civile qui poursuivent leurs actions, et cela en dépit de ces menaces et intimidations, et qui poursuivent inlassablement, je le disais, leur action en faveur du respect des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, tels que le droit à la terre, le droit à la santé et le droit à l'éducation. Le prix Martine Anstett permet de faire connaître, de faire reconnaître le mérite de ces citoyennes et de ces citoyens hors du commun. Et c'est aussi une façon de leur apporter un appui inestimable, y compris face aux risques fréquents de représailles ou de menaces. Alors, merci infiniment d'être là, d'être au rendez-vous de cette première édition. Il ne me reste qu'à souhaiter longue vie à ce prix auquel l'OIF, je tiens à vous le redire, Franz, apportera une attention et un soutien constant. L'action de Martine sera ainsi immortelle et elle saura, je dirais, irriguer les cœurs et les esprits. Elle sera là, comme un phare, toujours. Merci beaucoup, je vous remercie.
Nous allons écouter M. Vaillant, M. France Vaillant, qui est l'époux de Mme Martine Anstedt. France. Merci. Martine s'excuse, elle ne pourra pas venir aujourd'hui. Elle m'a demandé de la représenter. Je suis un peu désolé, moi ça ne m'arrangeait pas beaucoup cette histoire. L'expert de droits de l'homme, c'est pas moi. Je lui dis, écoute, vraiment, tu exagères, il va y avoir du monde, il va y avoir des gens importants et tout ça. Passe une tête au moins. J'aurais l'air moins bête. Je l'ai entendu soupirer, alors elle m'a dit, écoute, ce sont des gens bien, ce sont même des gens très bien. Je suis certaine qu'ils comprendront mon absence. Alors, vas-y, moi, je serai avec vous, en pensée. Elle est ajoutée calmement, tu sais, tout ça, ça n'est pas un cas de force majeure, cette absence. Alors je lui ai dit, mais c'est quoi alors? Elle m'a dit, c'est un cas de force divine. Des excuses. Mais Martine m'a confié 2-3 choses sur ses nouvelles activités. Elles sont très prenantes. J'ai compris qu'elles étaient très très prenantes. D'abord, elle m'a dit que la mort n'est pas une affaire de tout repos. Le repos éternel, quand on a travaillé toute sa vie, c'est un peu une blague. Comme il n'y a pas de temps là-haut, ni de jour, ni de nuit, ni de saison, plus d'horloge, il n'y a donc plus de 35 heures. C'est logique. Et moi, j'ai l'impression qu'ils en profitent un peu là-haut. Enfin. Ensuite, comme elle avait peur que j'oublie beaucoup de choses, parce qu'elle me connaît bien, elle m'a demandé de prendre un papier. Puis elle m'a soufflé quelques phrases, une dictée. C'est pas tous les jours qu'on prend la dictée d'une étoile. Alors voilà ce qu'elle m'a dit. Je suis avec vous tout le temps. Et le souvenir que vous avez de moi, votre présence ici me chauffe non pas mon cœur, car il s'est arrêté, mais mon âme, ce qui est infiniment plus doux. Le travail ne manque pas où je suis. Les atrocités dans le monde, vous le savez, continuent à un rythme terrible. Des femmes violées, abattues, des enfants noyés qui échouent sur les côtes européennes, des hommes enlevés, torturés, tués. Tous ces malheureux arrivent par nuages entiers. J'accompagne les unes, je console les autres, j'essaye d'apaiser comme je peux. On me fait confiance. Toute ma vie, j'ai essayé d'être utile. Maintenant, il n'y a pas de raison de ne pas continuer, de ne pas poursuivre le combat. Parce que les droits de l'homme, c'est un combat contre l'oubli, contre l'indifférence, contre les salauds. Dans le calendrier de l'injustice, il n'y a pas de jour férié. Je pense à mon fils, à mon petit Jules, mon amour éternel. Je suis là, Jules, toujours. Je n'ai pas disparu. Je me suis absenté. Je suis là, invisible comme une deuxième ombre, discrète comme un soupir. Je t'accompagne tout le temps, jusque dans tes rêves. Ah, une chose. Arrête de faire râler ton père le soir. Il faut aller faire pipi et bien te brosser les dents avant d'aller te coucher, sans histoire, et faire dodo à 21h maximum, pas à 22. Je compte sur toi, mon cœur. Puis elle a conclu cette lettre un peu particulière. Martine, la maman qui t'aime, Martine, votre amie, votre collègue qui vous aime pour toujours. Merci. Martine, les principes joannais, qu'est-ce que c'est exactement? Attends. Ce qu'on nomme aujourd'hui communément. Mais non. D'abord le contexte.
parce qu'on est ici devant le mur de la paix qui... Non, non, mais je donne un contexte, si tu rigoles, c'est pas la peine. On la refait. On la refait. Ah d'accord, ok, ok, mais j'ai peur de rire. Non, non. Allez, ça tourne toujours. Martine, ce qu'on nomme les principes joignés, qu'est-ce que c'est? Ouais, mais tu... Ok. Alors, c'est bon? Ouais. Alors, ce qu'on nomme communément les principes joignés, c'est moi qui démarre, Ouais. ok? Alors, attends. Vas-y. Ce qu'on nomme aujourd'hui communément les... Non, ce qu'on nomme communément les principes joignés sont des principes. Et c'est bien comme ça parce que tu me regardes pas au moins. Ouais. Alors, ce qu'on nomme... Arrête. Alors, ce qu'on... Principe... Non, mais non, rigole pas. Essaye de parler. Ok, vas-y. En plus, c'est vraiment pas marrant, tu vois. Ça. Alors, ok. Alors, ce qu'on nomme aujourd'hui communément les... Bah oui, mais bon. Ça tourne. Alors, ce qu'on nomme aujourd'hui communément les principes joignés... Non, mais non. Tu sais quoi, tu te retournes. Qu'appelle-t-on désormais communément les principes Joinet? Il s'agit d'un ensemble de principes que Louis Joinet a proposé et fait adopter d'ailleurs devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Ce sont des principes de lutte contre l'impunité des violations des droits de l'homme. Ils se subdivisent en trois grands piliers. Le premier, c'est le droit de savoir, le droit à la vérité pour les victimes de violations. Le deuxième, le droit à la justice. Et le troisième, le droit à réparation pour ces mêmes victimes de violations des droits de l'homme. Les principes Joinet sont des principes qui inspirent un grand nombre de juristes encore aujourd'hui, qui restent d'actualité, notamment dans le domaine de la justice transitionnelle, qui sont un ensemble de procédures, de mécanismes qui sont mis en place après un conflit ou une crise qui a occasionné des violations des droits de l'homme d'une ampleur telle qu'on ne peut pas recourir à une justice classique. C'est par exemple les commissions Vérité-Réconciliation en Afrique du Sud ou encore plus récemment au Maroc. Nous allons continuer le déroulé, n'est-ce pas, de cette cérémonie. Nous allons inviter M. Michel Faust à nous présenter un peu la genèse, n'est-ce pas, de cette association et nous dévoiler le nom du lauréat. Merci. Voilà, merci Georges. Et effectivement, c'est bien qu'on ait pu voir des images de Martine qui nous rappellent ce qu'était Martine, cette personne vivante, souriante, capable de partir de des fous rires pendant de longues minutes. Et je trouve que c'est bien de rappeler cette mémoire aussi d'une Martine vivante qui reste dans le mémoire. Madame la secrétaire générale, chère France, chers amis, collègues de Martine, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté que l'OIF soit le lieu dans lequel soit remis le premier prix des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme, Martine Handstedt. Et permettez-moi également de dire à quel point j'ai été touché par la manière très, très personnelle dont vous avez brossé le tableau des défenseurs des droits de l'homme, qui sont ces personnes anonymes, invisibles, auxquelles on ne pense pas souvent, mais qui sont engagés dans un combat jour après jour pour défendre leurs droits, mais aussi défendre nos droits. Et en fait, c'est eux qui incarnent pour nous le combat que Martine a mené pendant toutes ces années. Pardonnez-moi mon émotion, mais je sais qu'elle est partagée également par tous ceux qui ont connu Martine. Elle est sincère, comme beaucoup d'entre nous. C'est un moment particulier qui nous renvoie au souvenir de Martine Handstedt, que nous avons connue comme amie, comme collègue, comme confidente aussi pour certains d'entre nous, que nous avons tous tellement aimée pour ce qu'elle était, pour la passion qui l'animait
pour l'enthousiasme qui lui faisait gagner des causes dont tout le monde pensait qu'elles étaient perdues d'avance. Et Martine, avec son optimisme, réussissait à remporter des batailles et des combats qui paraissaient perdus beaucoup. En préparant cette cérémonie, je me suis penché sur le passé, bien évidemment, parce que je connais Martine je connaissais Martine depuis tellement d'années, depuis plus de 20 ans. Et j'ai repassé dans ma tête tous ses souvenirs. J'ai regardé également des messages qu'on avait échangés, notamment sur la question des défenseurs. J'ai beaucoup travaillé avec elle. Elle était pour moi quelqu'un de très cher, une amie, une confidente avec qui j'ai beaucoup partagé. Je me souviens de soirées à Genève où nous parlions de ses engagements, de son travail. Elle avait cette passion qui l'animait. Elle portait en fait ce combat avec elle. Elle était une personne, on l'a dit, droite, une personne très exigeante, une personne de fiabilité à toute épreuve. Et Martine faisait partie de ces femmes et de ces hommes et qui ont une éthique de vie et des valeurs qui font qu'on a confiance en eux. La confiance est totale et sans limite, et des personnes qui vous poussent à donner toujours le meilleur de vous-même. Et comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui, je suis triste en me souvenant de Martine, mais heureux de voir son souvenir pérennisé, rappelé à l'occasion de la remise de ce prix des défenseurs. On l'a dit, c'est une cause qui lui tenait tellement à cœur, une cause pour laquelle elle a tellement travaillé, pour laquelle nous avons tellement travaillé. Alors pour présenter le prix, d'abord permettez-moi de rappeler que le règlement du prix prévoit que le jury se compose d'une série de 6 personnes, 3 membres d'ONG, 2 journalistes et 2 membres de l'association qui sont presque tous présents avec nous aujourd'hui. Aurélie Carton qui représente Amnesty International, Isabelle Malvois, rédactrice en chef à TV5 Monde, Cécile Mégy qui malheureusement n'est pas avec nous, directrice de la rédaction de Radio France Internationale et RFI, Franz, l'époux de Martine et président de l'association du prix Martine Hanstedt, Delphine Matsumoto, secrétaire générale de l'association, et moi-même en tant qu'ami et aussi probablement en tant que rapporteur spécial des Nations Unies sur cette question des défenseurs des droits de l'homme. Lors d'une première réunion du jury, qui rassemblait tous les membres du jury, une présélection a été faite de 5 candidatures en présence de Louis Joinet, qui est le vice-président de l'association, des candidats de valeur qui ont tous attiré l'attention des membres du jury, et dire que le choix a été terrible. C'est toujours difficile de vouloir distinguer un lauréat parmi d'autres, alors que tellement de défenseurs mériteraient ou méritaient d'avoir le prix. Plusieurs critères ont guidé le choix des membres du jury pour ce prix, notamment veiller à une représentation géographique assez rigoureuse, des défenseurs qui représentent une action reconnue dans le domaine de la défense des droits, des circonstances particulières aussi, parce que, vous l'avez rappelé, Madame la Secrétaire Générale, dans certaines régions du globe, il y a des circonstances tellement particulières qui font qu'on ne peut pas s'empêcher de mettre à part des situations particulières pour mieux protéger ceux qui méritent de l'être. Et puis, une thématique aussi que le jury voulait encourager, parce que c'est une thématique qui apparaît comme étant importante. Alors avant de vous présenter le lauréat du prix, permettez-moi de dire quand même un mot des 5 candidats. D'abord Nora Boller, qui est la coordinatrice des programmes à l'Institut du développement durable de Duarson, au Libéria, une personne qui supervise actuellement la mise en œuvre de 3 grands programmes qui portent sur la protection des terres communautaires, sur les droits des communautés, la direction des entreprises et la gouvernance des forêts. César Estrada du Pérou, il est le porte-parole communautaire indigène et membre du réseau de communicants indigènes du Pérou, et depuis l'âge de 14 ans, il est, comme on dit, rondero, et il veille à protéger les intérêts de la communauté indigène à l'égard des tiers. Le 3e lauréat est un ami tchadien, bien connu de beaucoup d'entre nous, Djirakar Mlakerol, qui est coordonnateur de la commission permanente pétrole, instrument technique du réseau des organisations de la société civile. Il est toujours consultant indépendant, et toujours menacé par
le gouvernement et aussi par des sociétés privées. Il a créé en 2010 une association. Le quatrième candidat était un valeureux, est toujours un valeureux combattant des droits de l'homme au Burundi, un pays qui est frappé par une situation dramatique contre les défenseurs. C'est Pacifique Nimiha-Azwe, qui est le président du FOCODE, le Forum pour la conscience et le développement, depuis sa création en 2001. C'est un forum qui est l'une des principales organisations non gouvernementales du Burundi, et Pacifique a été menacé à de nombreuses reprises. Un valeureux combattant qui a osé défier l'actuel président du Burundi lors de son combat pour son 3e mandat. Et Pacifique a été nominé du prix Martin Ennals en 2011. Et le dernier candidat était Juan Carlos Trujillo Herrera du Mexique, qui a monté un réseau de familles de personnes disparues, qui est un des problèmes majeurs dans le continent américain, à la suite de la disparition de 4 de ses frères entre 2008 et 2010. Alors malgré ce choix difficile, il y a eu de vraies discussions au sein du jury, et le choix s'est porté sur le candidat du Pérou, César Estrada, dont je vais vous dire quelques mots, qui a dénoncé à de nombreuses reprises les exactions concernant des conflits fonciers dans la région dans laquelle il habite, et notamment des problèmes environnementaux qui sont liés à un méga projet minier, Conga, dans la région de Caramalra. Il a également dénoncé toutes les menaces reçues par les membres des communautés paysannes qui se sont opposées à ce projet minier. Il est depuis longtemps l'objet de menaces de mort et d'agressions, notamment depuis 2011, tout comme sa famille, et en particulier son père et sa femme. César est aussi victime d'un acharnement judiciaire permanent de la part des autorités du Pérou. Il est notamment accusé de vol, d'irrégularité financière, et on l'accuse aussi d'avoir enlevé une femme d'affaires. En 2014, la Commission interaméricaine a édicté des mesures provisoires visant à le protéger, et malgré ces mesures, il est toujours en péril, toujours en danger. En septembre et en octobre 2015, César a été victime de tentatives d'assassinat, après avoir été victime de persécutions graves, d'intimidation, de diffamation, de harcèlement, de menaces, d'attaques et de vols à cause de son travail en faveur des droits de l'homme. Il a notamment subi une attaque terrible en septembre 2015 qui a eu lieu alors qu'il revenait d'une visite d'inspection avec les gardiens de la lagune au lac Conga, où ils étaient là pour évaluer l'impact environnemental de ce méga projet minier dans la région. Ce méga projet est en fait un projet mis en œuvre par un consortium composé d'une entreprise basée aux États-Unis, importante, Newmont, d'une entreprise péruvienne, et avec le soutien, je le dis, de la Banque mondiale. Et aucune des communautés paysannes directement touchées par le projet n'a été consultée. Et pour imposer ce projet, l'État a même déclaré l'état d'urgence et a poursuivi les membres des communautés paysannes qui s'y sont opposés. L'État péruvien a autorisé l'usage de la force pour réprimer le mouvement de contestation du projet, un choix qui a déjà coûté la vie de 5 défenseurs des droits de l'homme, de 5 personnes. Et depuis l'attaque de 2015, César souffre de problèmes de santé et il doit fréquemment se déplacer pour ne pas être l'objet de nouvelles agressions. Madame la secrétaire générale, chers amis, malheureusement, la situation que vit César n'est malheureusement pas unique, et les défenseurs du droit à la terre ou du droit à un environnement sain sont parmi les défenseurs les plus menacés dans le monde. Lors de mes consultations sur les 5 continents, ils m'ont tous raconté les menaces, les attaques contre eux-mêmes, contre leurs familles, les enlèvements, les assassinats qui les frappent. Vous savez, chers amis, malheureusement, aujourd'hui, tout s'achète, tout se vend. On achète des forêts, on achète des montagnes, on achète des rivières, on achète des hectares de terrain, on achète le sous-sol des pays. Et ces transactions foncières ont des conséquences terribles, bien évidemment sur l'environnement, mais aussi et surtout sur les personnes,
sur des femmes, sur des enfants, sur des hommes qui essayent de s'opposer à ces investissements gigantesques et qui sont les principales victimes sur les 5 continents. Des femmes et des hommes qui luttent en effet pour que leur terre, pour que leur identité, que leur tradition, leur mode de vie ne soient pas tout simplement réduits à néant, niés par la réalité économique. Et certains payent dans le monde de leur vie cet engagement. Ils ne s'opposent pas au développement en soi, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, mais ils s'opposent à une forme de développement irresponsable, caractérisée par des décisions brutales, prises par des entreprises avides de profit et des gouvernements qui sont souvent, malheureusement, corrompus. Les défenseurs du droit à la terre, du droit à l'environnement, sont souvent des membres d'une communauté rurale, directement touchés par un projet de développement, et alors ils se mobilisent avec leurs moyens pour ne pas être forcés de quitter leur terre, ou leur vie, ou leur mode de vie. Et si leur départ est malgré tout inéluctable, parce que parfois il est inévitable, inéluctable, alors ils se battent tout simplement pour recevoir des prestations, des compensations qui leur sont légalement dues, et pour être réinstallés dans des conditions dignes où leur mode de vie, leur histoire, leur culture doit être respectée. Pour les peuples autochtones, ces situations sont tragiques, car ils ont, vous le savez, un lien tellement fort, un lien magique, un lien presque mystique avec la terre de leurs ancêtres. Pour en revenir et terminer avec la situation de César, nous sommes bien évidemment depuis longtemps toujours en relation avec lui, ce qui nous permet de suivre au plus près l'évolution de sa situation. Et grâce à la mobilisation de beaucoup, notamment de certaines organisations non gouvernementales, je pense à Frontline, César a pu obtenir une aide financière lui permettant de faire procéder à plusieurs opérations chirurgicales. Il risque notamment de perdre la vision d'un œil à la suite de ces attaques. Certaines de ces interventions médicales ont déjà eu lieu, d'autres devraient être réalisées dans les prochains mois, et elles sont malheureusement très onéreuses, très coûteuses. Ces opérations sont directement liées à des problèmes physiques causés par les différentes attaques dont il a fait l'objet. En ce qui concerne les accusations dont il fait l'objet sur le plan judiciaire, son procès a été une nouvelle fois reporté pour la 3e fois, et il risque jusqu'à 33 années de prison, 33 années d'enfermement. La délégation de l'Union européenne au Pérou s'est engagée à suivre la situation de César. J'espère que d'autres États, d'autres pays pourront également s'intéresser à la situation de César. César continue de recevoir des témoignages et des menaces. Il y en a eu encore quelques semaines. Il faisait l'objet d'attaques récemment par SMS anonyme devant sa maison, devant son hébergement. Et chaque fois qu'il essaye de se rapprocher de la police pour porter plainte, et bien évidemment, on dresse des barrières tellement infranchissables qu'on peut craindre que les plaintes restent malheureusement sans suite. Un mot peut-être pour terminer sur la situation au Pérou, pour dire qu'il y a quelques jours, une autre défenseur de la même région, mobilisée contre le même méga-projet minier, Maxima Acuña, recevait le prestigieux Goldman Environmental Prize, un prix qu'avait aussi reçu, vous la connaissez tous de nom, la défenseure hondurienne Berta Cáceres, qui a été assassinée au début du mois de mars. Malheureusement, d'après nos informations, le compagnon de Maxima, Jaime Chaupe, a rapporté une nouvelle attaque ces derniers jours. Des coups de feu ont été tirés à proximité de son domicile et la police, dont le commissariat est à plus de 2 heures de route de la localité, a déclaré qu'aucune trace de violence n'avait été découverte sur les lieux. Tout ça pour dire à quel point la situation est tendue au Pérou pour les défenseurs du droit à l'environnement. Madame la secrétaire générale, chers amis, la reconnaissance de la lutte des défenseurs de la terre et de l'environnement du Pérou gagne chaque jour en visibilité à l'échelle internationale, mais force est de constater que ces personnes continuent de faire l'objet de campagnes de discrédit auprès de la population. Ces campagnes ont pour but d'aliéner une partie de la population en faisant croire que les défenseurs sont des personnes opposées au progrès, opposées au développement et opposées au développement de leur pays. Ils font, ces défenseurs des droits à l'environnement et de la terre, partie du groupe de
de défenseurs les plus exposés, les plus persécutés, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la secrétaire générale. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé à examiner de plus près leur situation et à traiter la question des défenseurs du droit à l'environnement dans le prochain rapport que je présenterai aux Nations Unies, avec l'idée d'engager des relations plus directes, non seulement avec les États, mais maintenant avec les entreprises, pour demander aux entreprises des comptes sur la manière dont les défenseurs du droit à l'environnement sont attaqués. Il n'y a pas que les États, il y a des entreprises, les sociétés privées employées par les entreprises. Il faut demander des comptes aux entreprises pour la manière dont elles traitent les défenseurs du droit à l'environnement. Ce prix décerné à César Estrada est pour moi une des bonnes pratiques. Les prix des droits de l'homme, les prix des défenseurs sont une des bonnes pratiques pour protéger les défenseurs. Et je sais que l'OIF, d'autres également, auront à cœur, sur le plan diplomatique, de protéger César, mais également tous les défenseurs qui, avec lui, mènent les mêmes combats. Et je suis heureux de pouvoir contribuer par ce prix, avec d'autres, à attirer l'attention sur le combat qu'ils mènent, un combat qu'ils ne mènent pas uniquement pour eux, mais un combat qu'ils mènent aussi pour chacun d'entre nous. Je vous remercie. Alors malheureusement César n'est pas là avec nous. Il est avec nous par la pensée. On va voir, je crois, un petit clip qui va le présenter. Donc j'ai entre les mains le diplôme qu'on espère pouvoir lui remettre en main propre bientôt. Et je maintenant vous laisse découvrir le clip de César. Merci. César, ¿cuál fue tu reacción al recibir este premio Martín Anstett? Como defensor de derechos humanos, el Premio de Derechos Humanos de Martín Anstett, lo he recibido bastante bien en un momento de convulsión, de amenazas de muerte, de hostigamiento, de persecución judicial. Contra mi persona, de cualquier forma me ha fortalecido, me ha hecho sentirme de que no estoy solo, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco acerca de tu lucha y de las dificultades encontradas? Desde el 2011 hasta la actualidad he tenido que pasar por diferentes brechas arbitrarias por parte de la seguridad de la empresa minera Yanacocha, por parte de la Policía Nacional de Perú, avalada por el Estado, muchas de las veces con agresiones físicas, que producto de ello pues me ha dejado en mi salud con muchas secuelas, ¿no? Tal es el caso de la vista, la columna, los riñones. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Aparte de ello, a la actualidad estoy enfrentando, por decir, un proceso judicial en mi contra por mi oposición a un megaproyecto minero llamado Conga de la transnacional Ñumo Yanacocha, que busca pues instalarse en cabeceras de cuenca, destruyendo todo un ecosistema que perjudicaría el agua y la vida de miles de cajamarquinos. ¿Este reconocimiento es un estímulo para que continúes con tu lucha? En un país como el Perú, donde no hay Estado de Derecho, en un país antidemocrático, con un gobierno dictatorial como el de Humala, el premio Martín Anstett es un hito histórico, no solo para Perú, sino que también para Latinoamérica y el mundo. De cualquier forma me fortalece y me incentiva para que yo continúe, a pesar de que en el futuro no tenemos ninguna esperanza, ¿no? Por decir, de instalarse pues un gobierno en los próximos días, un gobierno como el de Fujimori, de Pedro Pablo Kuczynski, que tiene pues un historial oscuro en lo que es la violación a los derechos humanos. No es nada alentador para los defensores de derechos humanos, ¿no? Pero a pesar de ello, voy a seguir defendiendo los derechos humanos con la propia vida si es necesario, porque defender los derechos humanos y morir es un honor, ¿no?
Je vous prie encore d'applaudir parce que nous sommes très émus quand nous constatons que le nom de Martine Anstett peut être aussi perpétué. Et au-delà d'ailleurs, n'est-ce pas, de l'espace francophone, je pense que ça mérite encore des applaudissements. Merci. Donc, Martine Anstett, fervente défenseur des droits de l'homme, avec, vous l'avez dit, Madame la secrétaire générale, vous avez bien repris. On dirait que vous étiez entendu avant. Fervent défenseur des droits de l'homme avec exigence, avec courage, avec détermination. Mais également Martine Anstett, la chaleur humaine, qui savait également apprécier, n'est-ce pas, les belles notes musicales. C'est pour ça que nous vous invitons à écouter une belle chanson qu'aimait Martine. Il y a du givre au carreau, l'eau gèle dans le caniveau, la neige tombe en silence, l'hiver est en avance. Il fait moins de 0, je n'ai pas de manteau, mais je connais le bon endroit pour réchauffer les doigts. Ton gros pull par-dessous est chaud comme un igloo. Mes mains contre tes reins, la canicule revient. Il y a du givre au carreau, l'eau gèle dans le caniveau, la neige tombe en silence, l'hiver est en avance. Ta peau a la chaleur d'un petit radiateur, la bonne température pour soigner mes engelures. Je n'ai plus peur du froid, serré tout contre toi, il fait chaud comme en été. L'hiver s'est envolé. Mais avant de vous déplacer vers la salle où est organisé, n'est-ce pas, ce verre, nous voulions saisir encore cette occasion pour vous remercier, Madame la secrétaire générale, d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie. Et toutes les personnalités ici présentes, chers collègues, chère France, d'avoir bien voulu marquer ce prix par votre présence et notamment, n'est-ce pas, par votre action. Merci.